Alors, pour parler avec nous du sujet ESS et industrie, j'ai le plaisir d'avoir avec nous deux intervenantes qui vont se présenter. Je vais leur laisser la parole dans un instant. Industrie et ESS. Bah, n'hésitez pas à prendre le micro. Je vous laisse vous présenter et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, bonjour Stéphanie Guérochomeil, je suis le maire d'Albi et présidente de la communauté d'agglomération du Grand Albigeois. Merci. Bonjour, je suis Véronique Gricourt, déléguée générale du collectif Startup Industrielle France et j'ai eu l'occasion dans une vie antérieure de créer ce qui ne s'appelait pas encore une start-up industrielle en lien avec l'ESS. Merci. Vous avez toutes les deux angles de vue différents sur l'économie sociale et solidaire et l'industrie. Je rappelle la récente étude qui est parue par la Banque des territoires sur l'industrie et l'ESS en tant que levier de réindustrialisation. Véronique, tu connais très bien le sujet, à la fois le sujet industrie, les collectivités territoriales, bien évidemment, et l'ESS, où tu as travaillé sur les trois sujets. Est-ce que l'industrie sociale et solidaire, ça existe? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Oui, merci de me donner la parole de cette façon. Effectivement, pour moi, il y a de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'industrie sociale et solidaire. Et je pense que les modèles d'économie sociale et solidaire ont été développés dans des activités productives depuis déjà longtemps et peuvent représenter des modèles pour l'industrie d'aujourd'hui et en particulier pour l'industrie dans les territoires. L'industrie sociale et solidaire, en quelques mots, ça pourrait être quoi? C'est une industrie plutôt diffuse, des petits ateliers dans différentes filières textiles. Ce n'est pas une filière ESS ni une filière industrie sociale et solidaire, mais c'est bien une méthodologie, une culture, des façons de faire qui vont approvisionner, irriguer toute une sphère productive. Voilà juste en quelques mots. Est-ce que tu as un exemple peut-être de projet industrie sociale et solidaire que tu as pu voir dans les territoires? Alors, l'étude de la Banque des territoires en cite effectivement un certain nombre, comme la filière autour de la laine dans la Drôme, où là on a une chaîne de valeur très intéressante et très complète à partir de l'élevage, ensuite la récolte de la laine, c'est pas le terme adapté, mais ensuite le travail de la laine jusqu'au commerce et la distribution. Donc une très belle filière, une très belle chaîne de valeur avec l'économie sociale et solidaire, en tout cas les principes de l'économie sociale et solidaire. Juste pour revenir à mon cas personnel, c'était il y a maintenant assez longtemps. J'étais dans le domaine du traitement des eaux. J'avais une activité de négoce de produits pour des stations d'épuration. Et en fait, je m'étais rendu compte que ces produits comportaient des parties, des composants qui pouvaient être remplacés, des composants en caoutchouc. Et j'ai donc sourcé ces composants en caoutchouc et je les ai fait réinstaller sur les bases qui étaient principalement en métal ou en plastique par un chantier d'insertion. Bon, à l'époque, cette dynamique entre start-up industrielle et ESS n'était encore très peu présente et on parlait encore assez peu d'économie circulaire. Mais voilà, pour moi, c'était un bon exemple de ce que peut représenter l'ESS dans une industrie qui sera durable, qui sera parce qu'elle sera circulaire, grâce aux méthodes de l'ESS. Merci. Tu prends un exemple qui est très intéressant sur cette filière textile en particulier. L'ESS, ce sont des méthodes de travail, mais ce sont aussi des activités qui vont se loger dans la chaîne de valeur industrielle et qui comblent des manques, des failles. Par exemple, dans la filière textile, le recyclage de vêtements, de peluches, des maillons dans la chaîne de valeur qui vont aller qui vont être adaptés particulièrement à des chantiers de réinsertion, qui vont donc travailler dans la chaîne de valeur de cette filière textile
Par exemple, j'ai en tête en effet un atelier de réfection de peluches et de recyclage de peluches qui donc mobilise un chantier d'insertion. La chaîne de valeur entière n'est pas de l'industrie sociale et solidaire, mais il y a un maillon de la chaîne de valeur qui l'est. Et c'est peut-être voilà, la meilleure articulation. Tout à fait. Si je peux me permettre de rebondir, effectivement, l'industrie sociale et solidaire ou les méthodes de l'ESS vont encore une fois alimenter l'industrie ou alimenter la chaîne de valeur productive. Ce qui est intéressant dans l'ESS, quand on voit comment elle fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, elle répond aux angles morts que l'industrie rencontre aujourd'hui, que ce soit le foncier, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la coopération. Des angles morts aujourd'hui qu'on a du mal à adresser avec l'industrie, on va dire, classique. Donc c'est très intéressant de s'inspirer des méthodes de l'ESS pour aujourd'hui reconstruire des chaînes de valeur dans les territoires avec de la coopération et des méthodes de fonctionnement beaucoup plus agiles et durables et surtout avec des emplois qui sont non délocalisables, très ancrés dans les territoires, avec en général des dynamiques de montée en compétences qui sont intégrées dès le départ par les méthodes de l'ESS. Donc on a vraiment des choses à apprendre des méthodes de l'ESS pour l'industrie d'aujourd'hui. Merci Véronique. Emploi non délocalisable, soutien du territoire à des projets industriels. Il y a aussi d'autres façons de soutenir l'industrie sociale et solidaire, même si elle n'est pas nécessairement taguée ESS. Stéphanie, à Albi, c'est ce que vous avez fait en favorisant la reprise d'une fonderie sous un format SCOP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et ce que ça a apporté au territoire? Alors oui, effectivement, à Albi, nous avons depuis toujours, et j'ai envie de dire, une fonderie. Elle existait avant qu'un Albigeois célèbre, Jean-François Gallo de la Pérouse, ne prenne la mer sur les consignes de Louis XVI. Cette fonderie, elle a toujours été sur le territoire. Elle est forte de sa richesse que sont ses moules, puisque vous le savez, dans une fonderie, ce qui fait la force de l'entreprise, ce sont les moules. Et elle est forte de la richesse de ces hommes et de ces femmes qui finalement connaissent ce métier, qui est un métier dur, qui est un métier exigeant, qui est un métier qui ne se transmet pas forcément assez et qui pourtant est une véritable industrie porteuse d'avenir, puisque notre entreprise, notre fonderie Gilet, aujourd'hui, elle a des carnets de commandes qui explosent. Elle travaille pour des grands comptes, que ce soit la SNCF, que ce soit les véhicules des sapeurs-pompiers, que ce soit un certain nombre de projets à la fois tout à fait spécifiques comme des barrières de pont patrimonial, comme voilà. Sauf que cette fonderie, plusieurs fois, elle a changé de main. Elle est restée très longtemps, pendant plusieurs générations, aux mains d'une famille. Et elle a changé de main. Et là ont commencé les difficultés de la fonderie, puisque les repreneurs successifs n'ont pas forcément fait les bons choix. Je ne me permettrai pas de faire de remarques là-dessus. Mais il s'est trouvé qu'un jour, la fonderie a failli fermer. Et cette fonderie, les salariés ont pris en charge leur destin en disant, au moment où il y allait y avoir possiblement une liquidation, ils ont commencé par faire des tours de garde 24 heures sur 24 pour sauver leurs moules. C'est vraiment, il faut imaginer, les moules, c'est la force, c'est l'identité, c'est l'ADN de la fonderie. Et 24 heures sur 24, ils dormaient dans la fonderie pour vraiment surveiller leurs moules, de peur que les derniers propriétaires ne partent avec les moules. Parce que là, ça voulait dire que la fonderie n'avait pas d'avenir. Ils ont sauvé les moules et ils se sont dit, après tout, on est capable de faire des belles choses. Ils ont commencé à se poser la question de la SCOP, accompagnés par l'URSCOP Occitanie, qui a été d'excellents conseils pour eux. Et finalement, ils ont fait le pari fou, un peu comme la Pérouse qui a pris la mer, alors que Albi, je n'ai pas besoin de vous dire où c'est, on n'a jamais vu la mer. Quand on est né à Albi, au XVIIe siècle, on n'a pas vu la mer et pourtant la Pérouse a osé. Et bien les salariés de la fonderie Gilet, au XXIe siècle, ils ont osé. Ils ont osé reprendre leur entreprise. Imaginez ce que peut être le salaire d'un salarié dans une fonderie. Ils ont décidé de remettre tout ce qu'ils avaient, de mettre de possibles indemnités, de licenciement, de possibles droits financiers
à des reconversions. Ils ont décidé de tout mettre dans le pot pour sauver leur entreprise. Et ils ont réussi leur pari. Quasiment tous sont arrivés dans cette scope. Aujourd'hui, la fonderie fonctionne. 10 ans après, je pense que si vous êtes un peu attentif à certains reportages sur des chaînes nationales, ils font très souvent l'objet de reportages parce que ça a été une des premières scopes qui a fonctionné de cette manière-là. Aujourd'hui, la scope fonctionne très bien. Je vous donne un exemple. Ils ont été sollicités par une entreprise qui est dans le maritime, dans le domaine maritime, pour faire des moules, pour faire des pièces. Et ils n'ont pas l'agrément. Ils n'avaient pas l'agrément pour travailler dans le domaine maritime. C'est de mémoire 50 ou 60 000 euros pour passer cet agrément. Et donc, ils ont dit non à ce client. Ils ont dit, on est désolé, mais on peut pas se lancer. Le client a dit, bah, c'est moi qui suis désolé parce que j'aurais bien aimé travailler avec vous. Et 6 mois après, le client a retapé à la porte et il a dit, en fait, j'ai trouvé personne d'autre que vous, donc moi, je vais vous payer l'agrément et vous allez faire les pièces dont on a besoin pour l'industrie maritime. Ce que je veux vous dire, c'est que ces hommes, quelques femmes, mais là, on est vraiment sur un métier assez masculin, ces hommes ont décidé, avec leur petit salaire, avec le coup de massue que vous pouvez avoir quand l'entreprise dans laquelle vous bossez va fermer, ils ont décidé de prendre leur destin en main, ils ont décidé de donner un avenir à leur entreprise et aujourd'hui ça fonctionne vraiment bien. On est à un nouveau cap pour la fonderie puisqu'aujourd'hui celui qui avait pris le leadership, qui était un salarié comme les autres, mais qui avait pris un petit peu le leadership parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné il faut quand même quelqu'un qui porte, qui incarne, qui redonne confiance quand on a des coups de mou, qui arrive finalement à insuffler en permanence cette dynamique. Il va prendre sa retraite, bien méritée. Il va prendre sa retraite. Donc on est aujourd'hui dans un processus de transmission qui est un petit peu différent, mais qui a été préparé, qui a été anticipé. C'est un autre salarié de la scope, de la fonderie qui va prendre ce leadership. Il faut que vous sachiez que autre exemple assez important de responsabilité, il y a des salariés qui étaient à la retraite et qui ont dit « Moi, je ne peux pas reprendre, je suis à la retraite, mais par contre, je vais venir vous accompagner. » Et ils passent par demi-journée, par journée pour faire de la formation des jeunes. Parce que la formation, elle est assurée, bien sûr, mais il y a le petit truc en plus de quand on a passé des dizaines d'années dans une fonderie qu'on ne peut pas inventer et il n'y a que les anciens qui peuvent le donner, ça. Donc c'est une formidable aventure humaine que la communauté d'agglomération a accompagnée autant qu'elle a pu sur un certain nombre de dispositifs. Mais j'ai envie de vous dire que l'accompagnement de l'agglo, il est rien finalement par rapport à... C'est notre boulot d'accompagner les entreprises de notre territoire. Mais là, notre accompagnement, il est rien par rapport à la force de ces salariés qui ont décidé de reprendre leur destin en main. Alors, cette histoire, elle est belle. Elle est vraiment très belle, elle est porteuse de beaucoup d'espérance. On a une autre entreprise sur l'agglomération qui, là aussi, une entreprise historique qui vient de se monter en scope. Je leur souhaite la même réussite que Gilet. Il y a quand même, à mon sens, une toute petite réserve, ou en tout cas une toute petite limite. Ça va être pour Gilet le sujet de la décarbonation. Parce qu'aujourd'hui, on est avec des fours qui ne fonctionnent pas à l'électricité. Quand vous rentrez dans cette entreprise, elle est quasiment la même qu'il y a 2 siècles. Aujourd'hui, comment une SCOP peut bénéficier d'accompagnement quand elle va avoir besoin d'investissements majeurs? Et le sujet, il est là. Le modèle de SCOP, il fonctionne. Mais comment est-ce que dans notre pays, on continue à faire confiance dans la durée à des salariés qui ont sauvé leur entreprise, qui lui ont donné des nouveaux marchés, mais finalement, quelle est la banque qui aujourd'hui va accompagner financièrement une entreprise dans ses investissements, qui sont des investissements lourds, qui sont des investissements sûrs, parce qu'il n'y a absolument aucun risque. La valeur des moules, elle est là, le savoir-faire, il est là, la volonté des salariés, elle est là. Mais comment aujourd'hui, dans notre pays, on peut trouver un dispositif pour passer le cap et assurer l'investissement? Nous, les collectivités, on est limité dans le montant des investissements qu'on peut apporter, donc on est en train de réfléchir pour faire du portage immobilier, pour pouvoir les délocaliser, en profiter pour décarboner les fours. Mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur la pérennité dans le temps dès lors qu'il y a des investissements majeurs à porter.
Et je crois que ça va être un sujet qu'on aura apporté avec le ministère de l'Industrie. On a un ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, qui connaît le monde de l'industrie, qui a vraiment fait des choses remarquables sur son territoire. On va avoir besoin de porter ça. Les scopes, c'est formidable, ça marche. En tout cas, nous, ça a marché. Peut-être que ça ne marche pas tout le temps, mais nous, ça a marché. Par contre, une fois que la scope a marché, comment on fait pour passer le cap et vraiment donner un avenir à ces entreprises dans des sujets qui sont ceux d'aujourd'hui, qui n'étaient pas ceux du XVIIIe siècle quand la fonderie s'est créée, mais ça fait partie de ces entreprises vraiment exceptionnelles de notre pays. Il ne faut pas laisser partir ces emplois, il ne faut pas laisser partir les moules. Ce sont des métiers non délocalisables en ce sens où on a des savoir-faire, on a des moules sur place. Il faut les garder parce que rien n'est délocalisable sur le papier. Mais en fait, tout est totalement délocalisable. Donc, il faut qu'on arrive à donner de l'avenir à ces structures. Merci. En effet, c'est un très, très beau modèle. Pour moi, qui était dans l'aluminium avant d'être dans mon métier aujourd'hui, et encore une fois, comme ce matin, je ne me suis pas présentée en initiant cette table ronde. Donc moi, je dirige une société de conseil sur la réindustrialisation des territoires qui s'appelle Compagnium. Je suis une ancienne industrielle moi-même de la métallurgie. Je représente aujourd'hui l'association Les Influstriels, qui est une association qui travaille l'image de l'industrie. Et je dirige la filière Deep Tech Industrie de l'ESSEC. Et donc, dans mon passé d'industriel, eh bien, mon entreprise avait plusieurs activités dans l'aluminium, dont une fonderie. Et donc, du coup, ça me touche particulièrement comme histoire. Je pense que le financement, l'écueil du financement dont vous parlez pour les scopes industriels, c'est un sujet de financement qu'on va retrouver dans d'autres formats industriels comme les startups industrielles qui sont en fait des modèles différents qu'on n'avait jamais vus dans l'industrie, qui n'existaient peut-être pas il y a 15 ans et qui prennent de l'ampleur pour plein de raisons, parce qu'on a besoin d'innover différemment, parce qu'on a besoin de sécuriser des emplois, parce qu'on a besoin de sécuriser la transmission ou la reprise de certaines activités industrielles. Et vous l'aurez deviné, la reprise de ces activités très capitalistiques pose problème et ça ne va pas s'arrêter demain. Donc on a en fait ce sujet de financement sur les objets un peu différents qu'on voit dans l'industrie, dont les scopes. Et sur le sujet des scopes, bonne nouvelle, il y a aussi une fédération des scopes et des SCIC industriels qui porte de plus en plus ces messages et ces difficultés à surmonter pour que ce modèle survive, sachant qu'on a aussi de très bons exemples de scopes qui ont été médiatisés, comme la reprise de Duralex, qui finalement porte vraiment le sujet des scopes. Pour revenir sur les différentes innovations dans l'industrie, je parlais de start-up industrielle, donc je reviens à toi, Véronique. Quel lien entre Industrie ESS et le collectif start-up industriel que tu représentes ? Alors, encore une fois, je pense que l'ESS a depuis longtemps déjà répondu à certaines difficultés de l'industrie et en particulier des startups industrielles. Les startups industrielles, lorsqu'elles doivent passer à l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire passer du prototype dans un garage à une industrialisation en petite série, grande série, etc., elles rencontrent quoi comme problème ? Elles rencontrent un problème de financement, bien sûr, mais là, je vais passer vite dessus puisque vous venez d'en parler. Elles rencontrent des problèmes de foncier, c'est-à-dire, je suis dans mon garage, où est-ce que je vais industrialiser ma production ? Et ça, c'est quand même un sacré sujet. Elles rencontrent des problématiques de pilotage financier aussi. Elles rencontrent des problèmes de gouvernance, de ressources humaines, de réglementation, et d'implantation dans un territoire. Parce qu'en gros, une start-up industrielle, elle s'implante à un endroit donné parce que son dirigeant est issu de ce territoire, ou bien, pour beaucoup, en particulier lorsqu'on parle des deep tech, elle s'implante à côté du laboratoire deep tech dont elle est issue. Et ces start-up, à la différence des entreprises déjà établies, elles n'ont pas l'habitude de nouer des liens avec les territoires. Et c'est là où l'ESS
et ses méthodes peut être un modèle pour les startups industrielles parce que l'ESS a l'habitude de fonctionner et d'interagir avec les territoires et surtout de créer des alliances. La grande force de l'ESS et en particulier de l'industrie sociale et solidaire, c'est de créer des alliances avec les collectivités, mais aussi avec des acteurs économiques locaux, que ce soit des acteurs industriels ou d'autres acteurs. Quand on pense aux chantiers de réparation, quand on pense à tout ce qui est atelier de réemploi, réparation, remanufacturing, voire blanchisserie, etc., on a ces liens avec les acteurs d'un territoire. Donc l'ESS comme modèle pour le passage à l'échelle des startups industrielles. Ensuite, ce sont des emplois quand même facilement non délocalisables. Et enfin, le lien aussi, cette fois pas de modèle, mais on va dire de comparaison entre start-up industrielle et ESS, c'est l'agilité. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux, parce que ce sont des modèles d'agilité, d'adaptation à des mondes sous contrainte et qui évoluent très vite. Merci. Dernière question pour vous, Stéphanie. En fait, on pourrait dire que l'industrie qu'on veut aujourd'hui en France, elle est sociale et solidaire. En fait, toutes les industries qu'on a envie d'implanter sur notre territoire, on veut qu'elles soient durables et qu'elles bénéficient à notre cohésion sociale et territoriale. Quelle industrie n'est pas sociale et solidaire dans ce qu'on veut? J'ai envie de vous poser donc cette question de la fin. Dans ce que vous voyez de l'industrie sociale et solidaire, par l'exemple de la SCOP, est-ce qu'il y a un ou deux indicateurs qu'on devrait appliquer, ou attentes, qu'on devrait appliquer à tout projet industriel qu'on implante sur un territoire? Elle est chouette, votre dernière question. Je crois que nos territoires, ils sont le reflet finalement des attentes du pays. Ils sont le reflet des attentes de la société. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une industrie qui va s'implanter sur un territoire sans être effectivement vertueuse d'un point de vue décarbonation, sans être attentive au bien-être de ses salariés ou à les faire participer au capital. Ça aussi, il y en a de plus en plus des entreprises, dont des entreprises industrielles qui font monter leurs salariés au capital. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme indicateur ? Il y a des indicateurs de taux de survie qui sont importants parce que quand même quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle dure et c'est pour pouvoir permettre aux salariés d'être inscrits finalement dans le temps long, parce que si on demande à des salariés de changer toutes les 3 semaines d'entreprise de métier, ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir aussi un indicateur qui soit lié au lien entre la capacité du territoire à former et la capacité du territoire à employer, parce que ça aussi, ça peut être quelque chose d'important. On en parle dans plein de métiers. On voit qu'il y a plein d'initiatives un petit peu partout dans le pays pour sensibiliser les jeunes aux métiers de la santé en se disant, au moins comme ça, si on les a sensibilisés, peut-être qu'ils viendront s'installer après. Mais c'est pareil, dans notre pays, on manque d'industrie. Plus on aura sensibilisé dans la chaîne de formation des jeunes aux métiers industriels et aux métiers industriels avec cette connotation durable, sociale et solidaire, plus on a de chances de voir ensuite notre territoire pouvoir attirer des compétences, quel que soit d'ailleurs le niveau des compétences, mais attirer des compétences. Donc là, c'est les 2 seuls critères auxquels je pense, mais qui, à mon sens, sont déjà des éléments qui sont importants. Ensuite, toujours pareil, une entreprise reste une entreprise. Moi, en tant que présidente d'intercommunalité, j'irai jamais dire à un chef d'entreprise comment il doit faire. Nous, on est là pour les accompagner, pour leur donner toutes les conditions les plus optimales pour s'installer, pour se développer, pour se pérenniser et pour faire évoluer leurs entreprises. Mais en aucun cas, je ne considère que, en tant qu'élu, je ne peux donner des consignes ou des orientations aux chefs d'entreprise. Ça ne me viendrait absolument pas à l'idée. Donc, nous, on donne le contexte, on fait en sorte que les entreprises puissent se développer. Mais je crois qu'il faut faire confiance aussi aux entreprises, et notamment aux entreprises industrielles. Ce n'est pas un gros mot de dire l'industrie. L'industrie, elle va sauver la France aussi
à un certain niveau. Et je crois qu'il faut pas avoir honte de dire on va implanter une entreprise industrielle. Il ne faut pas se dire ça va faire du bruit, ça va sentir mauvais, ça va dégager des trucs qu'il ne faut pas que ça dégage. Non, l'industrie aujourd'hui, je crois que justement les industriels ont bien tous ces éléments en tête et savent parfaitement comment implanter leurs entreprises. Et le lien entre les territoires et les entreprises, il doit se faire comme ça. On compte sur la responsabilité des entrepreneurs et notamment industriels, et eux peuvent compter sur nous pour leur mettre toutes les conditions les plus favorables pour s'implanter et se développer. Merci. Donc, en effet, question difficile pour la fin, mais en tout cas, c'est très utile. Donc, à la fois faire monter les salariés au capital, avoir une pérennité, donc une meilleure chance de survie et former. En effet, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise, je suis d'accord. Les territoires sont aussi partie prenante de l'industrie et c'est normal que vous disiez ce que vous attendez de ces projets. En tout cas, c'est la façon dont on le pense, à la fois chez Compagnium, à l'ESSEC, chez les industriels. Merci à toutes les deux et avec plaisir pour prendre vos questions. Merci.